Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de l'équipe 8 qui porte sur la gestion des risques liés aux services utilisant des objets connectés. Avant de débuter la présentation, nous tenons à vous souligner que les graphiques, citations et informations sont basés sur des recherches et publications que nous avons trouvées sur Internet. Nous avons indiqué quelques sources au fur et à mesure de la présentation, mais vous trouverez l'ensemble des sources à la fin de celle-ci. Parmi plusieurs citations de personnalités célèbres et influentes qui se sont prononcées sur le sujet des objets connectés, nous avons retenu celle de M. Brendan O'Brien, chef architecte et cofondateur de l'entreprise Aria Systems, une entreprise offrant une plateforme de monétisation basée sur le cloud. Brendan O'Brien nous dit: si vous pensez que l'Internet a changé vos vies, pensez-y une deuxième fois car l'Internet des objets va la changer entièrement. Effectivement, l'Internet des objets va révolutionner nos vies, et cela à tous les niveaux. Dans ce sens, l'aspect sécuritaire revêt une importance majeure. Dans notre présentation, nous allons faire un survol de certains aspects de l'Internet des objets en commençant par vous donner quelques définitions, un bref historique, une explication de la notion de service ainsi que les secteurs clés et bénéfices attendus de l'IoT. Nous allons aussi définir la notion d'Internet industriel. Par la suite, nous allons aborder les sujets relatifs à la sécurité, notamment les principales vulnérabilités et menaces. Et vous citez également quelques récentes attaques. Bien que nous ayons déjà abordé dans la séance 3 du cours les aspects juridiques et légaux liés à la sécurité et qui s'appliquent également aux objets connectés, nous allons citer quelques lois et normes et standards complémentaires spécifiques à l'IoT. Nous allons aussi aborder la gestion des risques, l'intégration des objets connectés dans les stratégies politiques et programmes de sécurité. Enfin, et en conclusion, et puisque le risque zéro n'existe pas, nous allons donner quelques pratiques sécuritaires et précautions à prendre liées à l'utilisation des objets connectés. L'Internet des objets se définit simplement par l'ajout de la connectivité à des objets afin d'en extraire des données clés, de les collecter, de les valoriser, avec pour finalité de développer des services à valeur ajoutée. Effectivement, pour être qualifié de connecté, un objet se doit d'être relié à Internet directement via une connexion Wi-Fi 3G ou un réseau dédié, ou indirectement via un smartphone, un ordinateur, une tablette. La dite connexion ayant pour finalité la transmission de données dans le cloud à une solution IoT afin que celle-ci soit traitée et utilisée. La pyramide de Maslow appliquée aux objets connectés définit 5 niveaux de besoins au niveau de l'existence, de l'expression de soi et de l'accomplissement de soi. Dans la pyramide de Maslow, nous pouvons constater que les besoins en sécurité sont au niveau 2 et font partie de l'existence de l'objet. Les besoins de sécurité concernent l'encodage, le cryptage et l'authentification. En 1974 sont apparus les distributeurs automatiques de billets. Il s'agissait des premiers objets connectés, et cela bien avant l'apparition du web en 1989. Le terme Internet des objets est utilisé pour la première fois en 1999 par Kevin Ashton, employé de Procter & Gamble, qui désigne alors le lien entre la technologie RFID et l'Internet. En l'an 2000, la compagnie LG lance le premier projet de conception d'un réfrigérateur connecté, appelé SmartThings. Aujourd'hui, ces appareils sont largement disponibles commercialement et une application mobile portant ce nom est également disponible. Elle permet de contrôler le réfrigérateur depuis son smartphone. C'est en 2005 que les Nations Unies mentionnent et définissent l'Internet des objets IoT, officialisant ainsi sa naissance. Malgré que les objets connectés existent depuis longtemps, leur généralisation faisait face à une limitation au niveau de l'adressage IP, et cela jusqu'à la naissance de l'IP version 6 en 2011. L'IPv6 a permis de fournir des nouvelles plages d'adresses aux objets connectés. En 2013 a lieu le lancement par Intel de la première entreprise de services IoT qui cible plusieurs secteurs, notamment l'industrie, le retail, le commerce de détail, l'aérospatial et l'automobile. Aujourd'hui, les objets commencent à s'introduire dans notre vie privée, via nos maisons, nos appareils intelligents et même notre corps. À ce titre, cette année, Elon Musk, patron de Tesla et de la start-up Neuralink, annonce la création d'une interface de communication cerveau-machine, appelée dentelle neuronale, et prévoit de faire des tests d'ici la fin de l'année prochaine sur un humain. Grâce à des implants connectés dans le cerveau, l'être humain sera capable de contrôler les machines par la pensée et pourquoi pas transmettre sa pensée à un autre humain. Une avancée majeure dans le concept d'humain connecté, réalisant ainsi la vision de Nikola Tesla qui, en 1929, a dit que quand le sans-fil sera parfaitement appliqué, la Terre entière sera convertie en un gigantesque cerveau. En 2020, et selon les prédictions de la compagnie Cisco,
le nombre d'objets connectés sera de 50 milliards, soit presque 6 fois le nombre d'humains. L'industrie a subi durant le temps plusieurs transformations allant de simples machines en 1784 à une première chaîne de traitement mécanique en 1870. Les ordinateurs ont été introduits en 1969, permettant ainsi d'automatiser une bonne partie des processus et de remplacer l'humain, et cela à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, nous sommes capables de connecter toutes les machines et de les faire communiquer. Le M2M, diminutif de machine à machine ou encore l'Internet des objets industriels, désigne l'ensemble des solutions et technologies permettant à des outils, des machines, des automates et des systèmes de communiquer entre eux de manière automatique. Pour l'Internet industriel des objets, il est impératif que le bénéfice retiré doit être tangible, mesurable avec des indicateurs concrets tels que des économies sur le coût de production et des gains en productivité des équipes. Le défi des fabricants d'objets se focalise sur la création d'une valeur ajoutée qui fait sens dans le milieu industriel à travers la collecte et l'analyse des données en temps réel, ainsi que des gains d'efficacité et l'amélioration de la traçabilité. Parmi les marchés porteurs, nous pouvons citer les services publics, les smart cities, les automobiles et la santé. Le nombre de connexions machine à machine ainsi que les revenus générés par les opérateurs sont en forte progression. Certaines études estiment le nombre de connexions mobiles machine à machine atteindra 974 millions en 2020. Selon une étude réalisée par Beckham Research et illustrée avec le graphique que vous voyez à l'écran, vous pouvez constater que l'Internet des objets couvre tous les secteurs. De ce fait, la notion de service peut différer d'un secteur à un autre. Ainsi, nous pouvons citer des bâtiments connectés tels que des usines, immeubles et commerces, une gestion intelligente de l'énergie avec des compteurs intelligents, des capteurs et des systèmes de relève automatisés. Au niveau de la consommation de la maison intelligente, des capteurs pourraient couper l'eau en cas d'inondation, éteindre la lumière si aucune présence n'est détectée. Au niveau de la santé, nous pourrions avoir des implants intelligents, des capteurs pour monitorer le rythme cardiaque ou simplement veiller à nous donner des recommandations pour la pratique d'une activité physique. Nous avons déjà abordé l'industrie 4.0 qui touche aussi la production agricole autant que la manufacture. Certains secteurs comme le transport, le commerce et la distribution ont fait des avancées majeures et sont déjà opérationnels. Dans les secteurs publics et dans l'environnement, la plupart des institutions ont intégré dans leur planification stratégique les objets connectés et ont débloqué des budgets pour des projets qui aboutiront dans un horizon de 3 à 5 ans. À titre d'exemple, nous pouvons citer 2 idées de projets que la Ville de Québec veut mettre en place. Le premier étant les îlots de chaleur, l'évaluation et la mise en œuvre de solutions pour contrer les îlots de chaleur urbains, et le deuxième étant la pollution sonore par la mise en place d'une infrastructure matérielle et logicielle de gestion et de mitigation intelligente du bruit environnemental. Ceci pour atténuer ou contourner les problèmes relatifs à la pollution sonore. Les principaux bénéfices s'articulent autour des 3 notions qui sont l'efficacité, l'innovation et la profitabilité. Par les bénéfices, nous pouvons citer l'utilisation efficace des ressources, la réduction de l'effort humain, la réduction des coûts, l'augmentation de la productivité, le marketing en temps réel, l'analyse décisionnelle, une meilleure expérience client, des données de haute qualité, une meilleure gestion de la conformité, une amélioration de la sécurité et enfin une meilleure surveillance de l'environnement. C'est sûr, il y a des bénéfices, mais il y a aussi des risques liés à l'utilisation des objets connectés. Nous allons les voir dans un moment. Dans ce qui suit, nous allons vous présenter les vulnérabilités les plus fréquentes. Nous les avons regroupées par catégories. Les 3 premières catégories concernent les interfaces, qu'elles soient au niveau de l'objet sur le web ou sur le cloud. Elles permettent à un utilisateur d'interagir avec l'appareil, mais en même temps, elles pourraient permettre à un attaquant d'obtenir un accès non autorisé. Le deuxième concerne les mécanismes d'authentification ou d'autorisation mis en place permettant à un utilisateur d'obtenir des niveaux d'accès plus élevés que ceux autorisés. Et enfin, le troisième, ce sont les services réseau non sécurisés utilisés pour accéder aux périphériques IoT qui pourraient permettre une intrusion via des ports ouverts ou via des services réseau par des attaques de type déni de service ou de débordement de la mémoire tampon. Les vulnérabilités les plus fréquentes sont des contrôles d'authentification médiocres, un transfert non chiffré des données, un manque de complexité des mots de passe, une absence d'authentification à 2 facteurs et en dernier, l'absence d'un contrôle d'accès basé sur les rôles. Pour contrer ce type de menace, il y a lieu de mettre en place une gestion robuste des identifiants et des mots de passe ainsi qu'un mécanisme de récupération sécurisé, un cryptage des informations d'identification ainsi que la sécurisation des interfaces web,
un contrôle d'accès granulaire et une réauthentification obligatoire pour accéder à des informations sensibles, une authentification à deux facteurs à l'aide d'un mot de passe et d'un numéro d'identification envoyé par exemple via un SMS, et enfin il faut s'assurer que seuls les ports nécessaires sont exposés et disponibles, et de sécuriser adéquatement les services réseau. Les trois catégories suivantes concernent le manque ou le non-cryptage des données échangées avec l'appareil IoT, ce qui pourrait facilement permettre à un intrus d'intercepter le signal émis et capturer les données pour une utilisation ultérieure ou compromettre le périphérique lui-même. Le deuxième point concerne les problèmes de confidentialité liés à la collecte de données à caractère personnel ou sensible, qui seront stockées au niveau des appareils ou transmises au serveur. Là encore, pour des pirates, il est facile de les collecter lors de la configuration et de l'activation par l'utilisateur. Il existe aussi des outils automatisés qui peuvent analyser le flux et détecter une collecte de données personnelles ou d'autres données sensibles. Une configurabilité de sécurité insuffisante qui limite les utilisateurs du périphérique ou ne leur offre pas une possibilité de modifier les contrôles de sécurité. Par exemple, lorsque l'interface web du périphérique n'a pas d'option permettant de créer des autorisations utilisateurs granulaires ou ne force pas l'utilisation de mots de passe forts. Les vulnérabilités les plus fréquentes sont des services non cryptés via Internet ou via un réseau local, des certificats SSL TLS mal configurés ou expirés, une collecte de données à caractère personnel ou sensible stockée au niveau des appareils ou transmise au serveur, une absence d'un modèle de permission granulaire, le manque d'options de sécurité par mot de passe et une absence de surveillance et d'enregistrement de sécurité. Parmi les mesures de protection qui peuvent être mises en place, nous pouvons citer le cryptage des données à l'aide des protocoles tels que SSL et TLS ou tout autre type de protocole normalisé, la surveillance du trafic et la mise en place de certificats, la collecte uniquement des données critiques pour la fonctionnalité du périphérique et les crypter, la désensibilisation ou l'anonymisation des données, le contrôle d'accès aux informations personnelles collectées, et enfin la définition des limites de rétention et s'assurer que les utilisateurs finaux disposent d'un avis et choix si les données collectées dépassent les attentes du produit. Les deux dernières catégories concernent l'utilisation de logiciels non sécurisés ou la désuétude logicielle. Dans ce cas, il s'agit d'un manque de capacité d'un périphérique à être mis à jour lorsque des vulnérabilités sont découvertes. Ou encore, le logiciel utilisé au niveau de l'appareil ne dispose pas de protection lorsque les fichiers de mise à jour eux-mêmes et la connexion réseau sur laquelle ils sont livrés ne sont pas protégés. Les logiciels peuvent également ne pas être sécurisés s'ils contiennent des données sensibles codées en dur, telles que des informations d'identification. Là encore, une bonne protection consiste à s'assurer que l'appareil a la capacité de se mettre à jour, que le fichier de mise à jour est crypté à l'aide des méthodes de cryptage normalisé et accepté et transmis via une connexion cryptée, le fichier de mise à jour n'expose pas des données sensibles, et enfin que la mise à jour est signée et vérifiée avant de permettre son téléchargement et son application. Le dernier point concerne le serveur de mise à jour et sa sécurisation. La dernière catégorie concerne des faiblesses physiques en matière de sécurité, lorsqu'un attaquant peut désassembler un périphérique afin d'accéder facilement au support de stockage et à toutes les données stockées sur ce support, ou lorsque des ports USB ou d'autres ports externes peuvent être utilisés pour accéder au périphérique, et cela à l'aide de fonctionnalités destinées à la configuration ou à la maintenance. Pour s'assurer la sécurité physique de l'appareil, il faut en premier lieu intégrer la sécurité dans le cycle de vie du produit, réaliser une revue de sécurité des appareils IoT pour déterminer les vulnérabilités éventuelles et enfin documenter et mettre en œuvre des normes de sécurité minimales pour tous les appareils et s'assurer que ces normes sont respectées dans le processus de fabrication. Nous allons terminer le volet des vulnérabilités par vous partager quelques-unes des brèches relatives à l'Internet des objets. Le 2 juillet 2019, Orvibo, un producteur d'appareils IoT tels que des prises électriques, des verrous ou des miroirs intelligents, utilisés par des millions de clients, a laissé sa base de données d'utilisateurs exposée à l'Internet. Cette vulnérabilité a révélé des milliards d'enregistrements sensibles, notamment des courriers électroniques, des mots de passe et des réinitialisations de comptes. Une brèche de cette taille a des implications énormes. Chaque appareil du catalogue de produits Orvibo peut avoir un impact sur ses utilisateurs. L'abondance d'informations récoltées peuvent être rassemblées par des pirates pour perturber le domicile d'une personne ou le cambrioler. Le 22 mars 2019, deux vulnérabilités ont été identifiées dans le protocole de télémétrie Connexus utilisé par les moniteurs cardiaques Carelink commercialisés par la compagnie Medtronic.
La première vulnérabilité est l'absence de contrôle d'authentification et d'autorisation dans le protocole de télémétrie Connexus, ce qui permettrait à un attaquant disposant d'un accès à courte portée d'injecter, de rejouer, de modifier ou d'intercepter des données au sein du système de communication télémétrique lorsque la radio du produit est allumée. La seconde vulnérabilité concerne la transmission d'informations sensibles en texte clair. Le protocole de télémétrie Connexus n'utilisant pas le cryptage, un attaquant disposant d'un accès à courte portée à un produit vulnérable pourrait intercepter les communications et obtenir des données sensibles du patient. Il est entendu que toutes les lois que nous avons vues au niveau du cours concernant les aspects légaux s'appliquent aux objets connectés. Elles restent cependant insuffisantes pour en couvrir tous les aspects. C'est dans ce contexte que le gouvernement américain tente d'adopter une mesure de sécurité globale pour l'Internet des objets, avec le projet de loi sur l'amélioration de la cybersécurité de l'Internet des objets, introduite sous la cote S734. Ce projet de loi exige que l'Institut national des normes et de la technologie NIST établisse une réglementation concernant la sécurité de l'Internet des objets qui obligerait les fabricants d'appareils IoT à adopter des politiques de divulgation de coordonnées. Bien que le projet de loi ne rende pas ces réglementations obligatoires pour tous les appareils IoT, tout fabricant qui n'adopterait pas ces directives serait limité au marché offert par les nombreuses branches du gouvernement fédéral. L'État de Californie a aussi un projet de loi appelé SB 327 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Cette loi cible spécifiquement le marché de l'IoT. Tout fabricant d'appareils qui se connecte directement ou indirectement à Internet doit lui fournir des fonctions de sécurité raisonnables pour empêcher tout accès, toute modification ou toute exposition non autorisée à des données. En outre, si le périphérique dispose d'un mot de passe, celui-ci doit être unique ou obliger l'utilisateur à définir son propre mot de passe lors de la configuration initiale, évitant ainsi des cyberattaques en devinant les mots de passe par défaut. L'Union européenne a adopté un règlement appelé e-privacy qui remplacera les parties applicables du RGPD, incluant les objets connectés portant sur les communications des données à caractère personnel, la gestion des consentements et la confidentialité. En ce qui a trait aux normes et aux standards, le 25 juin 2019, le NIST annonce la publication NISTIR 8228, Considérations sur la gestion de la cybersécurité et des risques liés à la confidentialité des objets Internet. Cette norme va aider les agences fédérales et autres organisations à comprendre et à gérer les risques associés à des appareils IoT individuels tout au long de leur cycle de vie. Elle aborde également 3 objectifs de haut niveau en matière d'atténuation des risques, la sécurité des périphériques, la sécurité des données et la confidentialité individuelle. Le Conseil canadien des normes a publié en 2018 une norme d'évaluation de la sécurité s'appliquant aux essais des composants à connexion réseau des systèmes de soins de santé, notamment aux dispositifs, accessoires et systèmes médicaux. Cela s'applique également à l'ensemble des technologies de l'information pour la santé. La loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie IPA établit la norme en matière de protection des données confidentielles des patients. Les entreprises qui traitent des informations de santé protégées devront mettre en place des mesures de sécurité physique, de réseau et de processus, et les respecter pour garantir la conformité IPA, ceci dans le but de protéger les informations de santé identifiables individuellement et reconnaître le droit des individus d'être notifiés en cas de violation. Au niveau de la gestion des risques liés aux objets connectés, les entreprises qui veulent intégrer l'IoT ou qui veulent en faire leur modèle d'affaires doivent répondre aux questions suivantes lors de l'élaboration de leur planification stratégique globale et planification stratégique de sécurité. Quel rôle les stratégies existantes vont-elles jouer dans la mesure où une planification stratégique existe déjà au niveau de l'entreprise? Il faudrait évaluer les stratégies existantes dans un premier temps et par la suite rehausser les stratégies en intégrant les objets connectés. De plus, dans le cas où les objets connectés constituent le modèle d'affaires de l'entreprise, il faudrait que la sécurité soit intégrée dans le cycle de vie du produit. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles politiques ou simplement de valider que celles existantes sont suffisantes pour minimiser ou supprimer les vulnérabilités que nous avons citées précédemment? Les points les plus importants qui doivent y figurer ou être réévalués sont la segmentation réseau, le contrôle d'accès, la gestion des points d'accès ainsi que la sécurisation des connexions. De plus, il faudra identifier, évaluer et gérer les risques supplémentaires non couverts. Par la suite, il faudra déterminer qui sera responsable de la mise en application de la sécurité IoT, de la souscription de la direction et des utilisateurs finaux aux politiques relatives aux objets connectés. Il faudrait être en mesure de quantifier le risque en effectuant une analyse de risque
et en déterminant la probabilité que les menaces exploitent les vulnérabilités de l'Internet des objets et déterminer leur impact. Dans ce cas, un programme de sécurité BIOD doit être mis en place ainsi qu'une politique de sécurité relative à l'Internet des objets. Et enfin, qui surveillera l'Internet des objets? Faut-il des ressources supplémentaires? Quels sont les budgets additionnels qu'il faudrait prévoir? Tous ces éléments doivent être adressés dans la planification stratégique afin de bien évaluer, gérer et encadrer les risques liés aux objets connectés. En conclusion, bien que 54% des consommateurs possèdent déjà un objet connecté et que les entreprises essayent de vanter que leurs appareils connectés sont sécuritaires, il reste néanmoins que selon une étude réalisée par Gemalto sur la sécurité des objets connectés, 90% des consommateurs se méfient encore. 65% des consommateurs redoutent la prise de contrôle des appareils IoT par un pirate informatique, tandis que 60% se montrent préoccupés par le vol de données. Au niveau des entreprises, 50% des entreprises ont décidé d'adopter une approche de sécurité au niveau de la conception. 67% des entreprises chiffrent toutes les données enregistrées ou stockées via des périphériques IoT. 62% chiffrent les données dès qu'elles atteignent leur périphérique. Et enfin, seulement 59% chiffrent lorsqu'elles le quittent. Ces chiffres montrent bien que les entreprises ont beaucoup de chemin à parcourir pour gagner la confiance des consommateurs. Enfin, ce qui réunit entreprises et consommateurs, c'est que tous deux estiment qu'il faudrait instaurer des règles de sécurité pour l'IoT et souhaitent l'intervention du gouvernement pour encadrer plus l'Internet des objets. En attendant, et vu que le risque zéro n'existe pas, il serait judicieux pour les consommateurs d'adopter quelques pratiques sécuritaires, telles que s'informer sur les caractéristiques du produit, son fonctionnement, ses interactions avec les autres objets, procéder régulièrement aux mises à jour de sécurité et aux mises à jour logicielles, s'assurer que l'objet dispose d'un voyant lorsqu'il est en écoute ou en transmission d'informations sur Internet, créer une adresse courriel spécifique pour les objets connectés, s'assurer de la possibilité d'accéder aux données et de les supprimer à tout moment. Et surtout, ne pas oublier d'éteindre l'objet connecté lorsqu'on n'en a plus besoin. Ce sont là quelques pratiques seulement parmi les multitudes de pratiques sécuritaires qui peuvent être appliquées aux objets connectés. Enfin, si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez toujours consulter les articles suivants que nous avons cités en référence. En conclusion, l'Internet des objets est un sujet vaste et passionnant. Nous espérons vous avoir donné un aperçu des enjeux de sécurité et des vulnérabilités, ainsi que la gestion des risques liés aux objets connectés. Nous vous remercions pour votre attention et nous allons certainement y penser une deuxième fois.